Bonjour et bienvenue dans l'émission Future of Work, l'émission qui met en lumière des dirigeants inspirants. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Julien Tuffery, président d'Atelier Tuffery. Bonjour Julien. Salut Juliane. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Petite question pour commencer, peux-tu nous dire quelle est l'activité d'Atelier Tuffery? Alors Atelier Tuffery, c'est la plus ancienne marque française de fabrication et de vente de jeans au sens vêtements et de vêtements. Donc aujourd'hui, mon métier, je suis artisan du jean. Alors avec un peu plus de précision, je suis chef d'entreprise de je co-gère cette belle petite PME d'une quarantaine de salariés qui est basée dans le sud de la France, dans les Cévennes. Mais avant d'être président d'Atelier Tuffery, il me semble que tu faisais autre chose. Oui, parcours un peu particulier. Tu sais, Juliane, moi je suis né en 86, donc en l'an 2000, j'ai 14 ans. Donc ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis la 4e génération de cette famille de tailleurs. Et même si j'ai toujours fait mes devoirs sur un morceau de table de couture de l'atelier de mon papa, qui dans les années 2000 étaient lui et ses frères les dernières paires de mains à fabriquer du jean en France. Même si je faisais mes devoirs sur ce morceau de table de couture, c'était juste hors de question que je m'intéresse à ce métier. Il ne fallait pas, parce qu'il y a encore quelques années, la fabrication française et la production, on va dire, textile manufacturière n'avaient pas forcément le vent en poupe. Et pas de bol pour moi, j'étais plutôt très bon élève à l'école. Donc du coup, j'ai eu ce parcours très classique de grandes écoles, ingénieur. Donc je suis ingénieur, industrie, plutôt de traitement des eaux. J'étais passionné d'écologie et de traitement des eaux. Et ma carrière d'avant, j'étais dans un grand groupe français qui s'appelle Veolia. Et je gérais des usines de traitement des eaux dans le département des Pyrénées-Orientales. Et alors, comment tu es passé d'ingénieur chez Veolia à président d'Atelier Tuffery? Alors, comment je suis passé? C'est une longue histoire. Je ne sais pas si tu te rappelles, notamment le déclenchement 2012 de la présidentielle, élection présidentielle en France. François Bayrou le premier, c'est rigolo, ça redevient d'actualité. Arnaud Montebourg le second, qui emboîte le pas. Le patriotisme économique revient comme un espèce de slogan, cocorico, la cocarde bleu, blanc, rouge qui commence à s'afficher partout. Le Made in France. Le Made in France, la consommation locale. Alors super, parce que du coup, énorme coup de projecteur assez soudain sur tout ça. Alors, beaucoup de communication, beaucoup de politique. Et là, avec mon épouse Myriam, on est pris d'une petite frustration, en se disant, mais la fabrication locale en France, ça n'a pas attendu les élections présidentielles de 2012. C'est-à-dire que depuis des décennies, il y a des personnes, des gens, des ateliers en France qui défendent des valeurs formidables, du bienfait, du fait local, du fait écologique, des circuits courts. Évidemment, je pensais à mon père et mes deux oncles. Et là, ils nous traversent cette petite idée en se disant, tiens, cette manufacture avec un savoir-faire exceptionnel, à nos yeux, elle a tout de moderne et elle a tout pour traverser les âges futurs. Donc du coup, on a commencé à s'y intéresser, un soir par semaine, puis 3, puis 5, puis les week-ends, puis les vacances. Et puis là, petit à petit, la petite boule de neige qu'on avait commencé à pousser est devenue une espèce de gros machin. Et là, on a été confronté à cette question fatidique en France. Que fait-on? Est-ce qu'on abandonne nos super carrières de cadre supérieur pour reprendre une activité artisanale au fin fond des Cévennes ou pas? Bon, tu connais déjà la réponse. On a repris l'entreprise familiale et on l'a développée. Et c'est ce qui fait que je suis devant toi ce soir. Ça, c'était en quelle année? Là, la réflexion commence les années 2014 et officiellement, on abandonne nos carrières et on rachète l'entreprise en 2016. Ok. Et donc, ce que tu disais, c'est que vous êtes la 4e génération. C'est ça. Parce qu'Atelier Tuffery, ça a été fondé en 1892, c'est ça? C'est ça, par mon arrière-grand-père. Alors, sans doute avant, mais nous, la plus vieille archive que l'on a d'une fabrication de pantalons en toile de Nîmes, c'est 1892. Et donc ça, ça fait partie mon arrière-grand-père et tant d'autres tailleurs à l'époque, pour des questions de bon sens, inventent ce fameux pantalon en toile de Nîmes, parce que pas très loin de la ville de Nîmes, qui était un pôle de tissage et de fabrication de toiles. Et notamment chez nous, pour les ouvriers du chemin de fer qui traversaient les Cévennes. Ouais, il y a eu énormément de travailleurs qui sont venus pour ouvrir une ligne de chemin de fer qui traversait les Cévennes, donc il a fallu les habiller. Ça, c'est la première génération. Seconde génération, mon grand-père, ce fils de maître tailleur, qui devient lui aussi maître tailleur, qui reprend la manufacture, qui reprend le savoir-faire. Et là, on arrive dans les années d'après-guerre, où pour le coup, les influences américaines ont inondé l'Europe. Début de la société de consommation, début de la société de communication, apparition du prêt-à-porter, qui est une grande nouveauté. C'est-à-dire c'est qu'à l'après-guerre qu'on se met à fabriquer des vêtements avant qu'ils ne soient vendus. Le terme de jean arrive, d'ailleurs. On passe de pantalon en toile de Nîmes teint au bleu de Gênes à blue jeans, parce que influence américaine, les GIs américains viennent nous libérer, ils sont en blue jeans. Et avec eux, ça va être tout un changement où finalement ce pantalon va passer du monde
du pratique, du travail au monde de la mode. Voilà, je ne te fais pas l'histoire moderne de ce que deviendra ce pantalon, mais c'est génial parce que l'après-guerre, c'est des millions d'emplois dans le textile en France, partout, 4 coins de la France. Et dans les Cévennes, il y a une grosse spécialisation sur le denim, le jean, parce que historiquement, avec la proximité avec la ville de Nîmes. Et donc la manufacture, sur un petit village de 2000 habitants, va compter jusqu'à une soixantaine de couturiers et couturières. Ce sont les très très belles années. Tout ce qui est consommé en France et fabriqué en France. Donc voilà, c'est un peu ces années d'or du textile à la française. Et puis la troisième génération arrive, mon père et mes oncles, là aussi. On ne se pose pas trop de questions à l'époque. On reprend la manufacture. On l'a fait prospérer, donc ça c'est les années 75. Et puis patatras, la mondialisation arrive. Ces grands donneurs d'ordre qui venaient chercher dans les Cévennes des centaines de milliers de jeans, s'aperçoivent qu'ils les ont au Maghreb pour 10 fois moins cher, moyennement pour 15 fois moins cher. Bref, je ne te refais pas l'histoire de la mondialisation, mais c'est là où 90% de l'industrie textile française périclite en quelques années. La maison Tuffery n'y échappe pas. Elle passe de 60 à 3 personnes en quelques mois. Mais là où l'histoire est belle, c'est que mon père et mes oncles vont toujours maintenir ce savoir-faire, toujours produire des jeans en France. Longtemps, ça a été les derniers. Mais voilà, avec un savoir-faire qui devait s'arrêter avec la troisième génération. Bon, mais finalement, ça ne s'arrête pas, puisque la quatrième génération est là. Et on a une très, 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 très belle richesse de savoir-faire qu'aujourd'hui, on a entièrement modernisé pour qu'il y ait 28 générations à cette histoire de tailleur. Et toi, qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui t'anime le matin dans ton rôle aujourd'hui de dirigeant d'Atelier Tuffery ? Alors, je ne sais pas qui c'est qui va te répondre là, Julienne. Je ne sais pas si c'est le dirigeant qui va te répondre, si c'est le citoyen, si c'est le passionné de mon entreprise et de mon équipe. Tu sais, moi, je fais partie de la première génération. Alors, ça s'est très, très bien passé pour Myriam et moi, parce que Myriam, donc mon épouse qui gère l'entreprise, on s'est rencontrés à l'école d'ingénieur. Nous, on est diplômés ingénieurs en 2009. Crise des subprimes 2008. Donc on fait quasiment partie de cette première génération d'ingénieurs où on arrive pleine crise. Crise de l'emploi, crise économique, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc on s'en est plutôt très bien sorti pour nous, mais quand même, je pense qu'on a cette première génération, on va dire, d'ingé ou de personnes diplômées. On prend conscience que ce monde est quand même très instable. 2008, c'est quand même la crise bancaire internationale. Ah punaise, en fait, tout n'est pas rose et ça peut claquer. Le début des problématiques écologiques, le début de la prise de conscience de peut-être qu'il faudrait moins consommer, mieux consommer, enfin, etc., etc. Donc nous, ce qui nous a animés, c'est qu'au travers de la reprise d'Atelier Tuffery, c'est vraiment la sensation géniale de nous dire qu'à notre humble petite échelle, on fait avancer les choses. Je vais te dire, pour vraiment répondre à ta question, quelque chose qui peut paraître un petit peu morbide, hein, mais demain, en sortant de ce studio d'enregistrement, je me fais écraser par un bus, là, je monte au ciel. Je passerai par les Cévennes et je dirai, voilà moi, simple citoyen, dans mon action entrepreneuriale, je laisse ça. C'est-à-dire une manufacture avec une transition sur des jeunes personnes qui détiennent le savoir-faire, qui le font prospérer avec, on va en parler, mais toute l'implication dans les filières locales. L'an dernier, on a vendu 60 000 produits fabriqués en France exclusivement. Bon, mais finalement, c'est 60 000 produits à moins qui viennent de la fast fashion de l'autre bout de la planète. Donc moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de dire que humblement, avec mon entreprise, je réponds de manière très tangible à des enjeux aujourd'hui, clairement, d'enjeux écologiques, d'enjeux humains. Et économiques. Et ça, c'est hyper enthousiasmant. C'est dur d'être chef d'entreprise d'une petite PME, mais tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu vas dans ta manufacture, et surtout le soir, tu te couches en disant, voilà, moi j'ai œuvré pour que demain soit un peu mieux grâce à ces quelques dizaines de milliers de pantalons que je fabrique. Et justement, on en avait déjà parlé précédemment, ce que tu as mis en place pour que ça puisse fonctionner, et notamment sur les enjeux de recrutement et de formation de tes équipes dans la manufacture. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est un vaste débat. Tu sais, moi aujourd'hui, je co-gère une entreprise dont la richesse est produite par le fait que le produit que je vends est constitué à 80% dans sa valeur et 80% de main-d'œuvre, de travail humain. 80% de la valeur finale d'un jean, c'est de la main-d'œuvre. Donc en gros, si je veux continuer à faire prospérer cette jolie entreprise, ça passe que par une chose, Julienne, c'est asseoir des gens derrière une machine à coudre 8 heures par jour. Est-ce qu'en 2025, on assoit des gens derrière une machine à coudre comme on le faisait dans les années 60, à la belle, on va dire, aux belles heures qui fait un peu
fantasmer tout le monde de l'industrie textile française d'après-guerre, où il y avait des hangars déshumanisés de 2000 personnes qui produisaient des quantités astronomiques de vêtements sur le territoire. Le tout en monotâche, tu sais, les dames, parce que c'était souvent les dames, venaient à la manufacture, elles s'asseyaient le matin, elles ne bougeaient pas de toute la journée, faisaient les mêmes répétitions. Alors c'est sûr que c'était comme ça. C'était un fait, c'était une époque. Les dames, et j'en ai beaucoup, des vieilles mamies qui sont super, qui viennent un peu nostalgiques et qui finalement ne se plaignaient pas de la monotonie, qui ne se plaignaient pas du fait qu'il n'y avait pas trop de sens à faire toute la journée la même chose. C'était comme ça, c'était une époque, c'était à leurs yeux et à leur dire super. Aujourd'hui, je pense que si on veut recréer des manufactures textiles, il faut qu'on prenne le contre-pied de tout ça. Je suis un fervent défenseur, évidemment, du fabriqué en France. Je crois énormément à la manufacture de demain, mais à condition que ça ne soit pas l'usine de hier. Donc en gros, on a complètement cassé les codes et on a entièrement repensé la manière de fabriquer, la manière de former. On a mis une polyvalence maximale, l'agilité sur le temps. Et en gros, aujourd'hui, on gère une manufacture, une entreprise manufacturière avec des codes hyper modernes de RH, de management et de partage de l'activité avec toute l'équipe. Et donc, comment ça se passe concrètement ? Ouais. Comment est-ce que, comment est-ce que tu formes et est-ce que tu n'as pas des difficultés à recruter d'ailleurs aujourd'hui des couturiers ou couturières qui soient compétents pour la manufacture? Et puis comment est-ce que le quotidien est organisé? Ouais, alors en gros, ce que je te disais, c'est que si tu veux être économiquement, à très court terme, très bon dans l'activité de fabrication du textile, c'est très facile. Un jean, c'est en gros 80 étapes de travail. Okay. Donc le mieux, c'est que tu embauches 80 personnes, tu les formes à une tâche, une machine, et tu empiles les postes de travail. Et alors là, ça dépote, tu sors du jean très vite parce que grosse économie d'échelle. Sauf que partir là-dedans, à mes yeux, c'est l'assurance de n'avoir personne. Et si on veut dépoussiérer l'image de la manufacture en faisant ce côté un peu germinalesque des années 60, je pense qu'on n'aura tout simplement personne. Donc comment ça se passe chez nous? Nous déjà, alors je ne sais pas si tu connais beaucoup de tailleurs confectionneurs de jeans qui recherchent un job. Non. Et ouais, il n'y en a pas beaucoup. Non, nous, on a récupéré une boîte en 2016 dont le métier n'existait plus en France depuis 50 ans quasiment. Donc on aurait pu se dire, bon, on ne la reprend pas cette boîte. Et en fait, justement, on s'est dit, mais si, on va la reprendre et ça va être génial parce que grâce aux compétences extrêmes de mon père et de mon oncle, on va pouvoir embaucher tout le monde, n'importe qui, savoir-être, savoir-vivre, envie d'apprendre, curiosité, évidemment une envie de travailler de ses mains avec un peu de dextérité et on forme. Si tu veux donc gagner beaucoup d'argent, tu formes à un geste sur les 80. Comme ça va très vite. Nous, on a fait le parti pris de former, on a 2 ans et demi de formation en interne, ce qui est très long. Donc nous, on CDIse des gens pour les former, parce qu'il n'y a pas de dispositif de formation aussi long. On forme à l'entièreté des gestes. Donc on part du principe, on a cette petite phrase mantra un peu qui consiste à dire que si au bout de 2 ans et demi, on disparaît tous, sauf cette personne qui vient d'être formée, elle reprend Atelier Tuffery pour le siècle à venir. Donc on est dans l'ultra-formation. C'est très long, c'est très coûteux, mais par contre, à la fin, c'est génial parce qu'on sait tout faire. Le fait d'avoir des équipes ultra compétentes, c'est que nous, dans la journée, le travail est organisé pour ne pas rester plus de, c'est très largement moins, mais plus de 10 minutes à ne pas faire la même tâche sur le jean. C'est-à-dire qu'on fait des équilibrages de postes, étant donné qu'on a une ultra polyvalence chez tout le monde, où en fait, on va faire ce qu'on appelle des équilibrages de postes, des rotations de postes, sur le fait que les gens vont sans cesse changer de tâches. Toutes les... alors ça, en fait, on n'est pas forcément à minute, on est en tas de répétitions. Par exemple, on va faire 12 répétitions d'une tâche, on va se lever, on va faire autre chose. On va sans cesse changer. Alors c'est génial parce que du coup, il y a zéro monotonie, les gens savent tout faire. Et il y a vraiment la sensation qu'ont les gens, et ça revient souvent quand on est sur l'équipe, la sensation de ne pas faire une tâche, mais de réaliser un savoir-faire entier. Ça fait toute la différence. Le fait que ce soit ça, on n'impose pas les congés, parce qu'on s'en fout, qu'on soit finalement 2 ou 20 dans la manufacture, étant donné qu'on sait tout faire, la manufacture tourne. Grande polyvalence et agilité sur le temps de travail. On a beaucoup de jeunes papas et de jeunes mamans. Pourquoi la flexibilité du temps serait réservée aux cadres qui bossent devant un ordinateur? Aujourd'hui, s'il se passe quoi que ce soit dans la nuit avec vos enfants ou vous-même, un petit texto le matin, je ne pourrais pas venir, je vais au Toubib, je reviendrai à 10h. Pas grave, vu qu'on sait faire, en fait, on va remplacer. Donc on a adopté en fait tous les codes, on va dire, de l'entreprise moderne de tertiaire, sauf qu'on parle d'une activité manufacturière. Et du coup, Julien, tu me disais que tu embauches des salariés sans qu'ils aient une base de formation. Quels sont tes critères pour pouvoir les choisir? Quelles sont les compétences, les savoir-être, les soft skills qu'il faut avoir pour intégrer Atelier Tuffery?
Ah, c'est une bonne question parce qu'on ne l'a pas. En fait, c'est un peu particulier. Mais alors déjà, ce qui est assez génial, c'est qu'on est passé de 2 à 40 salariés. On n'a pas déclenché une seule offre d'emploi. C'est que de la candidature spontanée. Donc ça, c'est assez chouette. Comment ça se passe? Très factuellement, en fait, on n'a pas de processus très bien établi. C'est-à-dire qu'on a de la candidature spontanée. Donc on essaie de classer bien précisément. Et quand on a un poste qui s'ouvre, on réouvre en gros, on recontacte des personnes qui nous ont laissé des CV, qui nous ont exprimé l'envie de venir travailler chez nous. Voilà, il y a un poste qui s'ouvre ou 2 postes qui s'ouvrent. Est-ce que vous seriez toujours partant? Alors oui, non. Ça passe toujours par une espèce de une rencontre très informelle. On parle quasiment de tout sauf du travail. Voilà, qui est cette personne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle a déposé un CV? Donc Une voilà, on voit un rencontre petit peu une humaine. rencontre humaine, vraiment les valeurs. C'est très intéressant parce qu'on peut voir plein de choses sur le côté, évidemment, avec beaucoup d'empathie, voilà, dans le côté informel dégage beaucoup de choses. Mhm. Mais on peut être, nous, pas très objectifs. Donc, en fait, on enclenche une seconde rencontre avec des membres de l'équipe qui ne sont pas nous. Une rencontre. Et vous avez pensé quoi? Voilà, l'équipe, vous avez l'équipe, donc ça va de tout le monde. On essaie de faire, ça bouge, mais un pool de personnes sur l'instant. Tiens, ça peut être quelqu'un à la logistique, quelqu'un à la vente, quelqu'un à la fabrication. On a Didier qui postule. Voilà, rencontrez-le, posez-leur toutes les questions. Donc volontairement, on va plutôt dans le côté un peu espace à vivre de l'atelier pour pas qu'on soit dans le côté très formel. Et après, s'il y a ce bon feeling, si on sent que l'équipe est en adhésion avec le profil, on va tester la dextérité, mais pas la dextérité de couture. C'est vraiment la manière de se dire, voilà, même si j'ai jamais cousu, parce que la moitié 2 tiers de nos équipes qui sont postulées chez nous, qui sont aujourd'hui des quasi-maîtres tailleurs, n'ont jamais, ne cousaient pas quand ils sont arrivés chez nous. Et on voit juste la capacité à être à l'aise devant une espèce d'outil qu'ils ne connaissent pas, juste, mais vraiment l'espèce d'ergonomie naturelle. Voilà, Mhm. hop, le travail, on fait ça. Et puis après, on a donc ça déjà, on va dire que c'est 90% de l'embauche qui est faite à ce moment-là. Et après, on se met à commencer à leur dire d'appuyer sur la pédale de la machine à coudre pour voir juste si... il y a plutôt, nous, ça va plutôt nous permettre de dire, parce qu'en général, la personne, avant qu'elle soit à la machine à coudre, elle est déjà embauchée ou pas. Mhm. Et cette dernière étape à la machine à coudre va nous permettre de plutôt ajuster le plan de formation en disant, waouh, là, super dextérité, Ok. cool, on va pouvoir aller à l'échelle, au niveau déjà 3. Ou alors, on repart à la base de la base. Mais dans tous les cas, on est dimensionné pour ça, donc c'est pas grave. Ok. Et toujours pour continuer sur le savoir-être et les soft skills, quels sont, toi, euh, je dirais tes traits d'attitude, de comportement, de soft skills que tu adoptes pour pouvoir manager ton entreprise et toutes tes équipes? Ça, elle est hyper difficile, cette question. Toujours, on nous demande, allez Julien, dis-moi les secrets, vous êtes réputé pour être un bon manager, c'est quoi tes secrets? Enfin, je suis incapable de te répondre. Je pense qu'il faut déjà, enfin, il ne faut pas forcer le naturel. C'est-à-dire que si tu veux être manager, si tu veux vraiment l'être, si tu veux être chef d'entreprise d'une activité manufacturière, donc qui dépend du travail de la main, donc de personnes, si déjà, toi, tu n'aimes pas les gens, enfin, ne le fais pas. Ouais. Ne le fais pas. Si tu n'aimes pas les gens dans leur diversité, si tu n'aimes pas les gens dans leur manière d'être, dans leur manière d'être variable au quotidien, de ne pas pouvoir t'adapter avec beaucoup d'empathie, ne le fais pas. Et surtout, ne force pas le naturel. C'est-à-dire que je pense que la France souffre d'un gros problème managériel, c'est qu'aujourd'hui, la reconnaissance professionnelle et l'évolution de carrière est reconnue par le fait de gérer des personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens en France, c'est valable ailleurs, mais particulièrement en France, qui sont à des postes clés de management et qui ne sont pas des bons managers. Mais juste, ils ont évolué. Et pour évoluer, pour être reconnus, il faut gérer un grand service de 300 personnes. Ouais. Et le problème, c'est à certains moments, je pense, on a des personnes qui sont des super experts techniques, qui se retrouvent à des postes de manager et qui n'aiment foncièrement pas ça. Mais il faut être là, parce que le CV, c'est chouette sur le CV. Donc moi, je pense qu'on s'en sort très bien dans le management parce qu'on est vraiment profondément inscrit dans le plaisir de construire des unités humaines dans la diversité. Beaucoup d'empathie, alors à la fois une espèce de fermeté sincère. Voilà, pourquoi et que tout soit, on se dit toujours avec Myriam, quand on prend n'importe quelle décision,
on se dit, est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est sincèrement juste? Il n'y a pas ouais, là, je vais essayer de lui dire ça parce que je pense que... Non, non, non. Est-ce qu'on est juste? Oui, non. Et ça change tout. C'est-à-dire, si on est juste, si on est capable de le prouver, de le dire, en fait, ça simplifie tout. Tu vois, on parlait tout à l'heure un peu en off du sujet de la rémunération et tout ça. Voilà. Pourquoi cette rémunération semble être juste là, dans ce contexte du moment, de tout ça. Et j'ai envie de te dire, quand c'est comme ça, c'est plutôt facile. Et au pire des cas, si ça devient difficile, si toi, tu es sûr d'être sincère, ben, ça veut dire que la personne qui est dans ton équipe, en fait, n'a rien à faire là parce qu'elle n'est pas en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Et écoute, aujourd'hui, je touche du bois, mais on a 0 turnover et ça se passe plutôt très, 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 très bien sur le climat social. Mais par contre, on s'est fait aussi un point d'honneur à croître lentement pour surtout ne pas abîmer l'humain, qui est, à mes yeux, la chose la plus importante de l'entreprise. Quel est ton rêve pour Atelier Tuffery ? C'est de me dire que dans 150 ans, ton arrière-petit-fils, petite-fille, je ne sais pas, tes arrière-petits-enfants, viendront visiter la manufacture dans les Cévennes. Donc voilà, on fait beaucoup de visites aujourd'hui, mais ils viendront dans 150 ans. J'adorerais, je rêverais que le guide dans 150 ans, donc le guide qui fasse la visite guidée de l'entreprise, puisse dire à tes arrière-petits-enfants, bon, mais voilà, on est en 2170, Atelier Tuffery est brillant sur l'aspect écologique, sur l'aspect humain, sur l'aspect économique, sur le fait d'avoir repensé les filières. Et Atelier Tuffery est brillant en 2170, tout simplement parce qu'en fait, en 2025, la 4e génération a fait des choix assez particuliers, qui étaient totalement déraisonnables en 2025. En pensant long terme. Mais en pensant très long terme. Et si aujourd'hui la boîte est si belle 150 ans après, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est cette génération de dirigeants a vraiment fait des paris très audacieux sur la gestion humaine, la gestion écologique, sur les circuits courts, sur le mode de distribution, sur tout ce qui constitue Atelier Tuffery aujourd'hui, et qui font qu'on aura la preuve qu'on avait fait ces bons choix, qui aujourd'hui ne sont pas les bons choix économiques du temps court, mais qui, je pense, sont les super choix économiques du temps long. Et ça, c'est mon petit rêve. On frise un peu avec l'égoïsme et peut-être la mégalomanie, mais quand il y aura voilà, notre portrait au mur à la 4e position, parce que la 4e génération, ouais, j'aimerais bien me dire qu'on est en train de planter aujourd'hui des graines profondément durables pour l'économie de nos territoires de demain. Et justement, en parlant de territoire et de filière, quelle est ton actualité ? Alors, on en a plein. Tu sais qu'on a beaucoup... on a parlé de l'aspect main-d'œuvre, mais pour fabriquer un jean, alors évidemment, il faut des gens devant une machine, mais il faut surtout de la matière. Aujourd'hui, 98% de la matière des jeans que tu trouves dans tout le commerce, ça vient de plutôt très loin sur la planète. Nous, on s'est posé une question, on s'est dit dans 30 ans, quand on cédera les clés de l'entreprise, quand on partira à la retraite, donc on a cette ambition de céder, tu l'as compris, sur le temps long, les clés d'une boîte géniale. On s'est posé cette question, et Myriam, on s'est dit, est-ce que dans 30 ans, on cédera les clés d'une entreprise qui fabrique un produit dont la matière première vient de l'autre bout de la planète? On s'est posé cette question-là, la question est très ouverte. Nous, ça en est fait une réponse très propre à nous en se disant, mais bien sûr que non, en fait, ça, ce n'est pas durable. Donc, il y a presque 10 ans, dès la reprise de l'entreprise, on s'est mis dans un chantier colossal, alors un chantier de l'ombre, donc je te remercie pour ta question, qui est de se dire, on va rebâtir des filières entières d'approvisionnement de matière et quasiment jusqu'à la fibre. Donc, depuis 10 ans, on dépense des millions d'euros dans la reconstitution des filières chanvre, parce que ça pousse dans nos régions, lin, parce que ça pousse en France, et laine, parce que ça s'élève dans nos régions. Donc, et ça c'est super, parce qu'on a aujourd'hui, 10 ans après, on a structuré des filières avec plein de partenaires géniaux, et aujourd'hui, on a plus de 20% de nos matières qui viennent de matières biosourcées en France. Alors, deux manières de voir, 20%, c'est... Putain, Julien, c'est pas beaucoup quand même. Ouais, mais c'est génial parce qu'il y a 10 ans, c'était 0%. Et 20%, c'est super parce que du coup, ça veut dire qu'on est dans cette quête de la substitution au coton. On y avance à vitesse grand V. Et dans les actualités très très chaudes, on a les 2 dernières embauches chez Atelier Tuffery. Ce n'est pas des gens du marketing, ce n'est pas des gens de la vente, ce n'est pas des gens de la fabrication. C'est un berger et une bergère, puisqu'on a réintégré, en fait, ça c'est un peu un rêve, tu me parlais de rêve tout à l'heure, le fait de pouvoir aller encore plus loin dans la traçabilité de nos filières. On réintègre notre propre troupeau de brebis
pour en fait pouvoir produire notre propre laine d'excellence. C'est des mérinos d'Arles. Et là, on a attaqué, le troupeau est arrivé en début d'année. Les bergers sont là, ils font un travail extraordinaire et c'est formidable parce que alors, pour le coup, on a vraiment cette sensation de conduire un projet qui sera là pour des siècles en fait. Et derrière, donc c'est cool parce que ça m'anime. Moi, ce gars du territoire rural, c'est super parce que c'est le mélange entre quasiment le monde agricole, le monde de l'agropastoralisme avec la mode. Parce que pareil, la laine, tu vois ça par exemple, cette veste-là, c'est du chanvre. En fait, tous les stéréotypes de ces fringues un peu de baba cool qu'on achète sur les marchés artisanaux, terminé. Aujourd'hui, le chanvre, le lin, la laine, c'est technique, c'est confortable, c'est beau et ça sert la mode. Donc là aussi, tu me parlais de mes petits rêves à venir. Ouais, moi, je suis en train d'en réaliser un parce que pour le coup, on met en place des choses qui nous semblent être juste absolument pertinentes pour les défis de la société qui nous attend. Merci. Avec plaisir. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour tes messages inspirants. Et à très bientôt. On peut acheter du Tufri quel que soit où on se situe sur la planète d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce qu'autant la fabrication est locale, autant où que l'on ouais. soit, on peut commander directement sur le site Tufri. Sur www.ateliertuffery.com. Donc suivez-nous, regardez ce qu'on fait. Et puis c'est cool. C'est moi qui te remercie, Julienne, parce que bon, là, on a beaucoup parlé de pantalon et de jean, mais tout ce qu'on a dit là, tu remplaces le mot jean par le mot viande, légumes, ameublement, casquettes, chaussures, lunettes. Tu as cette capacité à mettre le doigt sur des initiatives qui vont dans le bon sens. Donc, mille merci d'éclairer tout ça. Je t'en prie. Merci à vous qui nous avez suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de Future of Work.